Donc voilà, on y va. Le mot de République, Patrick Savidan, grossièrement résumé, si on s'en tient à une alternative, désigne d'abord une structure, qu'on peut appeler peut-être la structure d'un gouvernement légitime. Un gouvernement, une organisation de la communauté politique qui repose sur la souveraineté de la loi, l'égalité de tous devant la loi, de sorte que, de ce point de vue, nous sommes tous républicains. Si être républicain, c'est être attaché à l'égalité de tous devant la loi, à l'impartialité de l'État, au refus des privilèges indus, de ce point de vue, nous sommes tous républicains. Mais il y a une différence entre être républicain et être un républicain, dans la mesure où le mot de république désigne aussi, me semble-t-il, donc non seulement une structure, mais également une valeur, ou plus exactement un ordre de valeurs, une hiérarchie de valeurs, au sommet desquelles se trouve peut-être l'idée de nation, l'attachement à l'idée de nation, et l'attachement à l'idée de la participation directe des citoyens, sous la forme notamment référendaire. Et de ce point de vue, nous ne sommes pas tous républicains. De parfaits républicains peuvent s'opposer aux républicains, au motif par exemple que la nation n'est pas forcément le meilleur ciment d'une communauté politique. Au motif également que la participation de tous ou l'abus de référendum débouche parfois sur ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Autant de problèmes qu'on va évoquer aujourd'hui avec vous, Patrick Savidan, puisque vous réfléchissez sur ces questions, vous présidez l'Observatoire des inégalités et vous dirigez cette revue, une excellente revue, la revue Raison publique, qui se pose précisément ce genre de questions. Mais avant cela, je voudrais juste savoir, pour partir, comment s'est opéré ce passage de la République comme une structure à la République comme une opinion, de la République comme institution à la République comme valeur. Mon sentiment, c'est qu'elle était d'emblée doctrine. Elle était d'emblée doctrine, simplement, ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment est intervenue la conscience de la République comme doctrine. Et c'est donc à la faveur de certains types de débats que d'un seul coup, la République a pu apparaître comme quelque chose qui valait d'être défendu face à des forces de déstabilisation de ce qu'elle pouvait représenter de manière forte. Mais ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est de constater que la question que vous posez obtient des réponses très très différentes suivant que l'on se situe en France ou à l'étranger. À l'étranger, les personnes... Parce qu'il y a une pluralité de républiques possibles. Bien sûr. On parle même de république islamique. Tout à fait. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que si on prend par exemple des chercheurs qui travaillent sur ces questions à l'étranger, ils vont avoir une conception beaucoup plus minimaliste de la République, au sens où elle indiquera ou elle traduira simplement un certain type de rapport à la loi, ce sur quoi vous avez insisté. Et lorsqu'on l'interprète en France, on constate qu'effectivement, c'est quelque chose qui charrie tout un ensemble de valeurs qui sont structurées de manière plus ou moins homogène, d'ailleurs, suivant les manières de le penser, et induisant du coup ces tensions avec certaines tendances sociales qui peuvent être contradictoires avec la manière dont ces valeurs se sont structurées. Je prends tout simplement un exemple qui pourra paraître peut-être un peu théorique, c'est la question de savoir si la République est quelque chose qui se veut neutre sur le plan éthique, au fond, sur le plan des valeurs, sur le plan normatif, ou est-ce que c'est quelque chose qui a un contenu normatif, contraignant, prescriptif peut-être, avec des indications très très nettes sur ce que signifie dans cette société-là aujourd'hui que d'être un bon citoyen. Cette alternative, elle est mise en scène, exprimée. C'est quand même un privilège de travailler avec des gens qui sont capables d'agrandir à ce point une fresque, une série de fresques. Ce sont les effets du bon et du mauvais gouvernement. C'est une série de fresques de Ambrogio Lorenzetti, magnifique, absolument magnifique, où l'on a à la fois justement l'idée d'une structure et en même temps l'idée de ce qu'est ou doit être ou devrait être un bon et un mauvais gouvernement. Tout à fait. Alors c'est un ensemble d'images absolument remarquables qui en même temps montre tout ce que l'artiste peut apporter à la réflexion théorique, à la philosophie politique. Quentin Skinner, l'historien britannique, a écrit un très très beau livre sur ce sujet qui s'appelle « L'artiste en philosophe politique ». Et là, on a vraiment une sorte de traité
majestueux, très complet, avec un ensemble de significations qu'on pourrait, à la faveur d'une sorte d'enquête iconographique, manifester, déployer de manière très très dense, très très riche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à la question que vous posiez pour commencer, on a d'emblée l'idée que la République, ce n'est pas qu'un dispositif institutionnel. On voit tout de suite qu'on a des valeurs qui sont exprimées, la paix, la fortitude, c'est-à-dire la force ou le courage, la prudence, la magnanimité, la tempérance, la justice. Tout montre qu'on a une sorte de constellation au sens de Walter Benjamin, c'est-à-dire un champ de force de valeurs qui fait sens et qui pointe dans la direction de ce que devrait être un très très bon gouvernement, avec bien sûr l'idée que seul un très bon gouvernement peut produire de bons effets. C'est vraiment l'idée. La prospérité. Donc il y a un lien entre une morale et une structure. Tout à fait. Et que la morale, et c'est peut-être la vérité de Tocqueville aussi de l'avoir révélé, la morale va animer la structure. Et la structure, sans cette morale, d'une certaine manière, va être quelque chose de vide, quelque chose de sclérosé, quelque chose qui devra passer en force et sans doute poser énormément de problèmes. Alors cette fresque, elle se lit de cette manière, en fait, hein, de la gauche vers la droite. Et qu'est-ce qu'on remarque de manière très très intéressante ? C'est qu'en face, on a une représentation de la sagesse qui va informer, en fait, l'idéal de la justice. Donc on a déjà, par rapport à certains débats contemporains dans le domaine des théories républicaines, l'idée assez forte que la justice, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose à une certaine vision du bien. La justice est fondée, nourrie par une certaine représentation de la sagesse. Et cette représentation de la sagesse, d'une certaine manière, alors je sais que Quentin Skinner, sur cette question-là, est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que lui, il a essayé plutôt de montrer qu'il n'y avait pas une influence aristotélicienne sur ces questions-là. Mais néanmoins, on voit assez très nettement qu'on a deux visions de la justice qui correspondent aux catégories de la justice au livre 5 de l'éthique à Nicomaque, avec la justice distributive et la justice commutative, avec celle qui, en quelque sorte, répartit les biens de manière proportionnelle et celle qui se préoccupe de répartir de manière arithmétique, de manière égalitaire. Ça donne tout de suite quelque chose de complet. La République et la justice va traiter les individus de manière égale et va à la fois leur donner ce qui est leur dû, ce qui est la définition de la justice dans cette perspective-là, et puis avoir une approche rétributive, c'est-à-dire punir ceux qui ne respectent pas la loi. Ensuite, on a l'idée d'une concorde qui va justement procéder d'une justice qui fonctionne. Et ce qui est très très intéressant dans cette image-là, c'est que la concorde tient sur ses genoux un rabot. Le rabot, c'est celui qui gomme les aspérités, c'est celui qui gomme les dissensions, c'est celui qui aplanit d'une certaine façon le champ social pour expliquer, alors ça posera peut-être des problèmes ensuite en termes de représentation de l'égalité et de l'égalisation, des processus d'égalisation, mais en tous les cas, c'est la condition de la cohésion sociale. Et on voit donc que d'emblée, dans les premières représentations, dans les premières manières de penser la République, on a eu cette idée que des inégalités trop marquées avaient pour effet d'introduire de la discorde, de la séparation, de la perturbation, de la déstabilisation de l'idéal républicain. Et si on fait simplement un rapprochement entre ces deux images, vous voyez que vous avez le rabot de la concorde, et là, vous avez dans la vision la représentation du mauvais gouvernement, qui, ici... Gouverné par l'avarice et la vaine gloire. Voilà, et la tyrannie. C'est l'image de la tyrannie comme contraire du bon gouvernement. Et là, vous avez la scie. La scie, c'est celle qui met des segments, qui sépare, qui divise la société, par opposition à la concorde, qui égalise de manière relative, hein, il faudra éventuellement revenir sur ces questions-là, la scie qui va pouvoir créer un effet de discorde. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une corde qui passe de la sagesse à la justice, passe par la concorde, et que vous trouvez ensuite des citoyens, qui sont au nombre de 24, qui représentent l'ancien gouvernement de Sienne, qui tiennent la corde. Et la corde, c'est la loi, d'une certaine manière. Ils tiennent la corde. Et on peut les opposer, de manière très très intéressante, à ceux qui n'ont pas respecté la loi. Ils ne tiennent pas la corde, ils sont tenus par la corde. Venez avec moi, parce qu'on va avoir une illustration très concrète de ce dont on a ici l'allégorie. C'est une image, ce sont les Jeux Olympiques à Pékin. Et on a ici l'image d'une file réservée
aux officiels. Je passe sur le fait qu'un régime pseudo-égalitaire comme la République populaire de Chine, peut-être mal nommée ici d'ailleurs, sur le fait qu'un régime pseudo-égalitaire pratique abondamment des inégalités et des structures objectivement hiérarchiques, fidèle en cela d'ailleurs à un héritage confucéen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'observer à quel point la question même du privilège peut mettre en cause justement l'idée de République telle qu'elle est représentée dans l'allégorie qu'on a regardée. Mais pour bien percevoir à quel point une telle image peut être choquante d'un point de vue républicain, il faut mesurer l'importance que peut jouer la représentation de la loi dans la construction de l'idéal républicain. La loi, elle répondait en fait à plusieurs exigences. Il suffit de voir le contrat social de Rousseau pour s'en rendre compte. Elle devait être appliquée à tous, c'est-à-dire personne ne devait être au-delà de la loi. Elle devait être générale dans ses objets et dans ses sources, et puis surtout elle devait être impersonnelle et ne viser aucun groupe en particulier et ne bénéficier à aucun groupe en particulier. Et de là, la même façon d'ailleurs qu'elle ne doit pas être rédigée à la faveur d'un phénomène d'actualité. C'est une façon d'obéir à un groupe. Tout à fait. L'idée c'est que la loi étant le nerf en quelque sorte de la construction républicaine, il est extrêmement important de prendre soin de la loi. La loi, dans cette perspective républicaine, c'est précisément ce qui ne constitue plus un obstacle à la liberté, mais qui devient la condition de possibilité de la liberté. Il y a des très très belles phrases de Rousseau sur cette question où il explique que obéir à la loi, ce n'est pas servir, et que le peuple, lorsqu'il obéit à l'organe de la loi, n'obéit pas aux hommes. C'est liberté que d'obéir à la loi qu'on s'est soi-même prescrite, dans la mesure où si la loi est l'expression de la volonté générale, nous sommes les auteurs de la loi à laquelle on est entre guillemets soumis. Et donc c'est s'obéir à soi-même, d'une certaine manière. Et là, ce qu'on a l'image, c'est l'image d'une loi qui a été faite pour une catégorie d'individus. Alors il faudrait bien sûr complexifier le schéma. Les républiques peuvent aussi comprendre des moments d'exception, des moments d'aménagement par rapport à la question du rapport à la loi. Mais néanmoins, ces aménagements, ces exceptions sont eux-mêmes régulés par la loi. Là, on a l'idée d'un privilège, c'est-à-dire d'une loi privée qui bénéficie à un groupe en particulier. Et de ce point de vue-là, ça traduit une forme de déstabilisation extrêmement importante qui là, bien sûr, s'exprime dans un contexte en plus autoritaire, mais qui est aussi patent dans des républiques plus démocratiques, telles que la France, où on observe un certain nombre de passe-droits et un certain nombre de privilèges, qui sont deux formes un peu distinctes de déstabiliser. Alors, il faut distinguer le privilège, par exemple, du fait que quand un policier met son gyrophare, la loi, en un sens, ne s'applique plus. On ne sort pas forcément du champ républicain quand un policier se donne le droit de brûler un feu rouge parce qu'il y a une urgence ou parce qu'il y a une nécessité objective à le faire. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, l'usage qu'il fait de cette liberté est lui-même encadré par la loi et il est indexé sur une représentation de l'intérêt général. Donc on n'est pas dans un système d'extériorité par rapport à la loi. Donc l'idée, celui qui passe le droit, celui qui outrepasse le droit, c'est d'emblée une atteinte à la représentation de la communauté politique. Elle introduit de la division dans le corps social. Elle met en danger finalement la représentation du peuple comme peuple un. Et de ce point de vue-là, ça crée tout de suite des difficultés assez fortes. De sorte que donc l'introduction de privilèges est dissout la notion même de république. La notion déjà, de république... le maintien d'un certain nombre de privilèges, puisque pour certains d'entre eux, on peut considérer qu'ils ont simplement été aménagés, mais pas complètement éradiqués. Et puis la réintroduction, ou la transformation, ou la réinterprétation finalement de ces privilèges dans un contexte démocratique. Et à l'inverse, ce qui met en cause également la République, c'est la suppression non plus des privilèges, mais des droits élémentaires, c'est-à-dire la question de l'exclusion. On joue toujours avec la République, avec l'idée de République, entre un effet de structure et des valeurs. Et on voit à quel point les deux sont en un sens indissociables. C'est une photo magnifique, une photo de